Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre et merci de cette participation à ce nouvel épisode de Les Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, tout de suite, un petit détail pratique. En bas à droite, vous avez une petite fenêtre, tapez votre message. Donc là, vous pourrez effectivement, comme certains l'ont déjà fait, nous souhaiter bonjour. Et ça, bienvenue à tous, bonjour bien entendu. Mais par contre, vous avez le petit point d'interrogation. Donc si vous avez besoin si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas. Un petit clic sur ce petit pictogramme, vous posez vos questions et nous allons les poser après à notre intervenant. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui mérite débat. Un débat qui est tant essentiel sur les causes comportementales des accidents, horizon ou ornière de la prévention. Alors, pour cela, on a le plaisir de retrouver, bien sûr, Vincent Beau, le créateur du cabinet Master, reconnu socialement, innovant en santé et qualité de vie au travail. Et Vincent Beau a publié l'année dernière le fameux ouvrage « La QVT, en finir avec les conneries », le livre qui a servi finalement de fil rouge pour une série de 12 webinaires que je vous invite bien entendu à voir ou à revoir sur le site d'inforisque.fr. J'en profite également tout de suite pour vous dire que nous sommes un petit peu en retard sur la programmation des posts sur le site. Alors, les posts, n'importe quoi, la programmation des webinaires. Donc, je vous invite bien sûr à aller sur le site d'Inforisque. Vous avez la rubrique webinaire et vous pouvez vous tenir informé et vous, finalement, surtout vous inscrire directement à notre newsletter dédiée. Et comme ça, vous êtes sûr de ne manquer aucun des nouveaux webinaires. Surtout qu'il y en a un qui va pas être mal non plus. C'est celui du mois de décembre qui est prévu avec Vincent et qui est en finir avec la démarche zéro accident. Ça va faire causer encore un petit peu, n'est-ce pas? Nous restons avec non pas des titres provocateurs, mais parce que je pense que nous sommes depuis longtemps sur un schéma où nous voulons faire avancer la question de la santé au travail, et pour ça, ça mérite quand même des débats, et des débats de fond, sans forcément rester sur une ligne toujours habituelle qui, on l'a constaté de toute manière et on l'avait évoqué, avait conduit quand même, ou conduit aujourd'hui à une continuité dans le nombre d'accidents et qui mériterait à un moment donné qu'on se pose vraiment des vraies questions pour qu'on arrête les plus de 600 000 accidents par an en France. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire à ce sujet. Alors, bien entendu, cette série de webinaires, on va tâcher de les continuer parce que vous avez demandé que Vincent Beau se joigne à nous. Donc, on a fait ces abonnements mensuels. On vous reposera la question tout à l'heure, le stop ou encore. Et ben, à vous de décider pour les programmations 2024. Est-ce qu'on continue à inviter Vincent Beau ou vous l'avez assez entendu? Et on vous laissera nous le dire. Alors, maintenant, une chose est certaine, c'est que maintenant, on va parler encore d'un autre sujet qui est important, c'est que a priori 95% de nos accidents sont d'origine comportementale. Et c'est bien entendu quel préventeur n'a jamais entendu cette affirmation comme une affirmation qui est présente aussi, c'est de dire « Oh, c'est encore celui-là qui a fait une connerie ». Donc, est-ce qu'on en reste là? Vincent, peut-être avant de répondre à la question, un petit sondage. Alors, Kevin, voilà, on le met tout de suite. Allez, à chaud. 95% des accidents seraient d'origine comportementale. À vous de voter, vrai ou faux? Eh bien alors, aujourd'hui, on est dans le 50-50. Hein. 34%, 34%. Et bien là, comme ça, si on ne fait pas égalité, on se croirait au match d'hier. J'espère que ça finira mieux quand même pour nous. Alors, c'est bon, allez, on va vous envoyer quand même les résultats. Eh bien, écoutez, c'est quasiment une égalité. Hein. 38% de vrai, 36% de faux. Alors, Vincent, vrai ou faux? Eh ben, bonjour François, et bonjour à toutes celles et ceux. Je manque quand même à tous mes devoirs quand même. Bonjour Vincent, et un grand plaisir de nous retrouver aujourd'hui.
Et Voilà, c'est un plaisir plus que partagé, François, et qui dure. Et bonjour à toutes celles et ceux qui font le plaisir de nous rejoindre dans ces échanges-là. Alors, vrai ou faux? 95% des accidents sont d'origine comportementale. Eh bien, je vais commencer par aborder cette réponse comme ça. Ce qu'on peut déjà constater ensemble, et le sondage nous le montre, donc il est très intéressant, hein, c'est cette moitié-moitié, c'est que c'est une croyance très répandue. Ça, c'est la première chose. C'est qu'on ne parle pas d'un petit truc, en fait. On ne parle pas d'une petite chose qui concerne la santé-sécurité. C'est une croyance qui est très répandue, qui est très présente et qui est même très appliquée en entreprise. C'est-à-dire qu'elle a des applications concrètes, cette croyance. Donc, on est face à quelque chose d'important. On va l'appeler comme ça, une représentation importante. Avant d'aller directement sur des éléments de réponse, je voulais faire deux remarques préliminaires. Première remarque, toute présente que soit cette affirmation-là, elle n'a aucun fondement scientifique. Ça, c'est la première des choses que je veux partager avec vous. Il n'y a aucune étude scientifique qui a établi cette statistique-là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle n'est jamais enseignée dans les écoles de prévention. Donc, vous voyez, dans tous les diplômes universitaires, ce n'est pas enseigné parce qu'il n'y a aucun fondement statistique à cette affirmation-là. Donc, déjà, premier élément d'intérêt sur cette affirmation, si présente, si répandue, si appliquée, si dupliquée, si affichée, il n'y a aucun fondement scientifique. Ça, c'est point 1. Et deuxièmement, je voulais rappeler une évidence, toujours en préliminaire, c'est que si on a des accidents du travail qui surviennent sans aucune interaction avec la personne concernée. Par exemple, je vous parle et mon plafond s'effondre sur moi. Oui. Là, mon comportement au travail, le fait de faire cette intervention-là, n'a aucun lien avec mon accident puisque le plafond va s'effondrer sur moi. Donc, il y a des accidents qui n'ont aucun lien entre l'un et l'autre. C'est plutôt ce qu'on peut appeler des accidents catastrophiques externes. Malgré tout, la majorité des accidents vont faire intervenir le pourquoi et le comment le travailleur travaille. Voilà. La majorité des accidents vont survenir pendant que la personne est du fait de son travail, pour le dire comme ça. Et donc, le comportement de la personne, le pourquoi et le comment il travaille, va intervenir dans la production, dans la genèse de son accident. Donc, pourquoi je mets cette deuxième évidence en place? C'est que, évidemment, puisque la majorité des accidents va sortir du fait du travail, je reprends la définition du Code de la sécurité sociale, eh bien, le comportement va donc, je fais exprès de le dire comme ça, François, le comportement des travailleurs va entrer en cause, au sens noble du terme. Vous voyez, il va entrer en cause. Mais entre dire que le comportement entre en cause et dire et affirmer qu'il devient la cause de l'accident, il y a un pas énorme qu'il ne faut pas franchir. Et c'est ça que je vais m'employer à démontrer, en tout cas à tenter de démontrer dans la suite. Donc, j'aimerais répondre à votre question, François, sous ces deux angles-là. 95% des accidents du travail sont d'origine comportementale. Premier angle. Et si on parlait de cette notion d'origine de l'accident, parce que c'est le début de l'affirmation. 95% des accidents sont d'origine. Juste ça. Je ne vais même pas jusqu'au comportemental. Et si on parlait de ce concept de l'origine de l'accident, pour ensuite se poser une deuxième question. Pourquoi est-ce que ce concept étant là ou pas là, c'est le comportement qui remporte la palme, qui remporterait la palme de l'origine de l'accident. Juste une petite interruption de ma part, Vincent. Est-ce qu'il est question justement de là où on démarre l'arbre des causes? Ah, vous y êtes à fond, François. Donc allons-y et prenons, vous y êtes à fond. Donc prenons la première question. Le concept de l'origine de l'accident du travail. Celle-ci, on doit passer du temps là-dessus. Sinon, en fin de compte, on n'aboutira à rien. Tout préventeur en herbe, quand il reçoit ses premiers enseignements de prévention, qu'est-ce qu'on lui apprend? On lui apprend à changer de représentation, à beaucoup de niveaux, mais dont une en particulier. Il apprend qu'aucun accident n'est dû à une seule cause. Ça, c'est la base. Donc, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, quand on parle dans la vie courante, quand on parle à des non-préventeurs ou des gens qui n'ont pas été instruits, formés à la prévention, qu'est-ce qu'on dit le plus souvent? La cause de l'accident, c'est la vitesse. La cause de l'accident, c'est l'alcool, etc., etc. Oui, c'est
cette affirmation-là, elle est lourde de sens, elle veut dire qu'un accident aurait donc une seule cause. Hein. Ben, tout préventeur en herbe, on lui apprend, on lui dit, tu sais quoi, ça, il va falloir que tu l'abandonnes. Un accident n'est jamais dû à une seule cause. Techniquement, on parle de passer de l'approche monocausale, une seule cause, à l'approche pluricausale, la pluricausalité de l'accident. C'est comme ça que ça a été théorisé. Je vais vous donner un exemple. Prenons un exemple. Vous avez quelqu'un sur l'autoroute qui conduit à 130 km/h, qui, tout à coup, reçoit un ray de lumière dans son pare-brise. Pare-brise qui n'est pas parfaitement nettoyé. À ce moment-là, le conducteur est un peu aveuglé, il donne un coup de volant, et son coup de volant l'envoie perdre le contrôle de son véhicule qui va s'écraser sur un arbre. OK. Non. Un exemple d'accident. Comme on voit ici, il y a beaucoup de causes qui sont intervenues dans la production de cet accident. La vitesse du véhicule, s'il avait roulé à 80 km/h, peut-être que son accident, en tout cas, il ne serait pas intervenu. Le ray de lumière, si le soleil n'avait pas pris cet angle-là dans ce virage d'autoroute, le fait que le pare-brise ne soit pas nettoyé, le fait qu'il ait donné un coup de volant, et le fait qu'il y ait eu un arbre, malheureusement pour lui, parce que ça aurait pu être un terre-plein, qui fait que la voiture s'arrête, et puis qu'à partir de là, l'émotion passée, ils reprennent. Vous voyez ? Donc, ça, c'est un exemple bateau, hein, parce qu'on n'a pas le temps de faire un cours entier sur la pluricausalité de l'accident. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ça, comme pour cet accident, comme pour tout autre, il est impossible de distinguer une seule cause. Donc, la pluricausalité de l'accident, c'est ça. Et donc, elle dit quoi, cette pluricausalité ? Elle dit déjà, qu'il y a plusieurs causes de nature différente entre elles. Hein, on en a vu plusieurs, là. La vitesse, le ray de lumière, le pare-brise pas lavé, la présence de l'arbre dans lequel le véhicule s'est encastré. Hein, on va en citer juste ces 4-là. Mais vous voyez, il y a aussi des causes à l'intérieur d'elles-mêmes. Je vous donne un exemple. Pourquoi est-ce qu'il roulait à 130 ? Est-ce que derrière cette vitesse-là, il n'y a pas un retard ? Il n'y a pas une précipitation ? Il n'y a pas un défaut de planification du voyage. Il n'y a pas un changement d'itinéraire qui lui a été demandé. Enfin, vous voyez, voilà. À l'intérieur de chacune de ces familles, vous allez retrouver une myriade de causes. Et la façon de leur présenter, c'est souvent ce qu'on faisait quand on donnait des cours. En tout cas, c'est les cours que j'ai reçus, moi, en CARSAT et par l'INRS. C'est, vous voyez, on nous a présenté ça comme étant, toutes ces familles de causes, en fait, se déversent comme des dominos, pardon, comme des dominos les uns à côté des autres, oui, mais comme en ruisseaux qui vont faire déborder le torrent et puis provoquer l'accident. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se voit, comme une espèce de ruissellement de causes qui vont tous se déclencher les unes après les autres, mais vous voyez, hop, pour pouvoir aboutir in fine au fait que c'est dans l'arbre que le véhicule va s'encastrer. Voilà. Il y a toujours plusieurs causes à chacun des accidents qui surviennent. Toutes ces causes-là, elles ont une qualité. Et ça, c'est pareil, c'est conceptuel, hein, ce n'est pas du tout dogmatique. C'est que si vous enlevez une seule de ces causes, cet accident-là ne se serait pas passé. Par exemple, mettez un pare-brise propre, vous voyez, j'enlève celle-là, hop, je l'enlève, cette cause, cet accident-là ne se serait pas passé. Il aurait bien roulé à 130, il aurait bien pris un ray de lumière, mais cet accident-là, ayant créé le coup de volant du fait qu'il ait été aveuglé en fait par le pare-brise qui a reflété ça parce qu'il n'était pas bien lavé, oui, ne se serait pas produit. Enlevez l'arbre et il n'y aurait pas cet accident. Il y en aurait peut-être un autre, hein. Peut-être qu'il y aurait une bordure avec un accident moins grave, peut-être qu'il y aurait un tas de sable et puis pas d'accident physique du tout. Enfin, oui. Mais vous voyez, donc ces causes-là, c'est ça qui est super important de comprendre. Phénoménologiquement, hein, on va dire ça comme ça, conceptuellement, oui, elles se valent toutes en termes d'importance dans la production de cet accident-là. Tout en termes d'importance. Donc ça nous amène à dire quoi ? Que le concept même de cause principale n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans la compréhension de la survenue de l'accident. Puisque enlevez-en une et l'accident ne survient pas à cet accident-là. Peut-être un autre, mais celui-là. Et on étudie celui-là. Donc ça, c'est une donnée majeure. Il n'y a aucune cause principale à un accident, puisque toutes se valent. Une seule, en moins, suffit à interrompre le cours de cet accident-là. Il n'y a aucune cause principale. Et ça démonte en vrac, ça vient exploser cette notion même de cause principale qui sort si souvent. Donc c'est la première chose qu'il faut partager ensemble. Il n'existe pas de cause principale à un accident. Et deuxième chose qu'il faut démonter ensemble, c'est que l'accident n'est pas une succession chronologique de causes qui s'enchaînent et qui prennent origine quelque part. Prenez l'exemple de cet accident de voiture. Alors, quelle est l'origine ?
Si on veut s'amuser à rechercher la famille de causes, c'est peut-être le fait, allez, je prends un, qu'il est parti ce jour-là en retard. Et aller derrière, pourquoi est-ce qu'il est parti en retard? Parce qu'il n'a pas eu la bonne consigne. Et pourquoi il n'a pas eu la bonne consigne? Parce qu'on ne lui a pas donné. Et pourquoi on ne lui a pas donné? Vous voyez, quand on fait les analyses des causes, on dit qu'a-t-il fallu pour? Là, je vais vite. Vous voyez, et on remonte, et on va remonter jusqu'où? Mais on va remonter jusqu'à la nuit des temps. Si on n'interrompt pas le pourquoi, le qu'a-t-il fallu pour que ça intervienne. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a aucune origine à un accident où on peut arrêter. On peut arrêter très précisément. Avant ça, il n'y avait rien qui a produit la survenance de cet accident-là. Donc, vous voyez, on peut même remonter jusqu'au contrat de travail, à la façon au fait que ce salariat-là ait décidé de bosser dans cette entreprise-là. Enfin, c'est là où vous atterrez, et puis vous allez atterrir sur ses parents, ses grands-parents. Puis après, il y a des poèmes qui existent de Prévert qui en disent long là-dessus. Très bien. Donc, la deuxième chose, c'est que tout autant il n'existe aucune cause principale, la même chose est à affirmer, à partager ensemble, il n'existe jamais de cause racine. Parce que l'accident n'est pas avec un début et une fin de cause. L'accident est très souvent, où est-ce que va s'arrêter l'analyse de l'entreprise? L'analyse de l'entreprise va très souvent s'arrêter à des causes issues de la situation de travail et ne va pas les remonter, comme on disait tout à l'heure, jusqu'à la raison pour laquelle il a postulé là-dessus, sur ce travail. Donc voilà, on reste dans le cadre du travail. C'est là que, le plus généralement, on arrête la recherche des causes. Donc, aucune cause n'est prépondérante et aucune cause n'est origine. Ces deux concepts-là n'ont aucun fondement scientifique. Ils n'ont aucun fondement méthodologique. Et c'est pour ça, et je reprends exactement votre remarque, François, que l'INRS a construit une méthode qu'elle a appelée l'arbre des causes. Des causes au pluriel, on démonte le fait qu'il n'y en a qu'une, et l'arbre, ils ne l'ont pas appelé, l'INRS, vous voyez, le train des causes, avec un début et une fin. C'est l'arbre des causes qui vont se déverser les unes dans les autres. Voilà. Donc, c'est ce qui nous permet d'affirmer ça. Alors, si on regarde ce partage, le partage de ces concepts, c'est celui qui est la clé de la compréhension de l'erreur de cette affirmation-là. Pourquoi? Parce que dans le langage courant, tout ceci n'est pas enseigné, tout ceci n'est pas su. On en a parlé aussi beaucoup, François, formation des travailleurs, des ingénieurs. Alors, si on n'est pas préventeur ou si on n'a pas vécu dans une boîte, traversé une boîte qui avait fait de la prévention une obligation à la formation, tout ça, on parle chinois. C'est très vite acquis, en fait, pour le dire, je le fais depuis 25 ans. C'est un concept très vite acquis. Pas forcément accepté facilement, mais vite compris. Voilà. Mais il fait florès, quoi. Et on entend encore, dans les médias, on entend encore la cause de la vitesse, c'est l'accident. Pardon, la cause de l'accident, c'est la vitesse, pardon. Ok, donc là, alors pourquoi on s'est mis à parler de cause principale, en fait, François? Parce qu'il y a eu une confusion qui s'est opérée, une confusion de concepts. C'est qu'on a commencé, en identifiant les causes, à créer un biais méthodologique, un mauvais biais méthodologique, un biais donc, c'est on a tout de suite regardé les causes et la capacité à agir sur elles. Et en identifiant les causes, par exemple, on s'est dit, le ray de lumière, pas le pare-brise sale. Le ray de lumière, je ne vais pas pouvoir agir sur lui. Je n'ai pas la main sur le soleil, ni sur l'angle de la route. Donc, je vais considérer que ça, ce n'est pas une cause principale. Vous voyez, on a confondu la compréhension et l'action dans un même mouvement intellectuel. Et ça, c'est une erreur de méthode grave. C'est comme si un médecin vous faisait un diagnostic en fonction des traitements qu'il a en magasin. Si je n'ai pas de traitement, j'enlève ça du diagnostic. Oui, c'est dramatique. Ouais, mais est-ce que c'est quelque part, Vincent, pour se dire, on ouvre, parce que là, en vous entendant, je dis, quelle est la boîte de Pandore que Vincent est en train de nous ouvrir? Parce que je me dis, derrière la HSE, on dit, derrière un arbre des causes, il veut arriver quand même à faire avancer, effectivement sa prévention, sa prévention, parce que en avançant effectivement sur les causes de l'accident sur lequel il pourrait éventuellement avoir un angle d'action. En fait, on n'arrive pas vers une boîte de Pandore, on sort d'un cul-de-sac, c'est tout à fait différent. Parce que combien d'arbres des causes j'ai vu faire par des préventeurs? C'est pas des arbres des causes, il y a juste une branche, ça part de là, ça arrive là, et on appelle ça arbre des causes, et quand vous regardez bien, ça va pas très loin sur la deuxième partie de ma réponse. Pourquoi alors? Donc, s'il n'y a pas de cause origine, s'il n'y a pas de cause principale, conceptuellement, ça n'existe pas. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que dans cette erreur, cette défaillance méthodologique, cette défaillance conceptuelle, pourquoi est-ce que c'est le comportement qui a emporté tout ça, qui aurait remporté la palme? Ça, c'est la deuxième question à se poser. Eh bien, ça, François, pour comprendre pourquoi le comportement, en fait, a drivé cette affirmation-là,
il faut revenir à ce qu'on a vu ensemble. Et c'est pareil, on n'aura pas le temps là, hein, sinon on va exploser tous les compteurs de nos temps, mais on n'aura pas le temps de refaire tous les webinaires qu'on a vus ensemble. Donc, je vais les citer parce que nous avons vu ensemble que toute la part subjective de la santé, si on se rappelle bien, la santé, un état de bien-être physique, mental et social. Le bien-être, c'est une part objective, ça se voit. Un bien-être physique, ça se voit. Un bien-être mental et social, ça s'observe, ça s'écoute et ça dépend du sujet. Comme on l'a dit ensemble, hein, dans un même environnement, on a des gens qui vont pouvoir avoir leur santé mentale atteinte, leur santé psychologique atteinte et pas un autre. Donc, du moment où c'est subjectif, où des gens peuvent être atteints et d'autres pas, et que ça dépend du sujet pour le savoir, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes le constat de leur atteinte, tout de suite, comme c'est pas pour tout le monde pareil, eh ben, c'est renvoyé au sujet. C'est-à-dire qu'on remet en cause le sujet. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu dis que tu es stressé, est-ce que tu es vraiment stressé? Tu n'as pas l'air stressé en fait. Est-ce que c'est pas toi le problème? Mais par exemple, c'est tout à fait différent si dans mon environnement, j'ai un feu qui se déclenche dans la maison. Là, on ne dira pas, Vincent, est-ce que c'est toi le problème? Pourquoi? Parce que toute personne dans mon appartement qui se serait en présence d'un feu, qui grandit, va se faire brûler. Donc, la part subjective de la santé est toujours renvoyée au sujet parce que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Or, si ce n'est pas pour tout le monde pareil, ça n'enlève pas le fait qu'il y en a certains qui sont atteints dans leur santé et qu'on ne peut pas faire comme si ce n'était pas un problème. Et deuxièmement, je vais vous proposer de revenir. Il y a un webinaire tout entier là-dessus. Hein, donc, je fais la promo de vos webinaires, de nos webinaires, François. Mais si Gavin veut bien l'afficher, on avait démontré, ça a été repris, cette modélisation-là, par un guide Entreprise mondiale et bien-être au travail qui a été édité avec l'appui de l'Organisation internationale du travail. Donc voilà, ça ne vaut pas rien. Donc, on avait démontré que toute personne dans une situation de travail était face à 4 dimensions techniques, ses outils, ses produits qu'elle utilise, l'organisation de son travail, les relations au travail et la conjoncture, c'est-à-dire la façon dont elle se projette dans le travail. Eh bien, si vous regardez bien, de la même façon, on avait démontré que tout ce qui était technique, c'est-à-dire la part technique du travail qui peut faire mal aux personnes, elle, c'était 95% de la production de prévention en France et dans le monde. Pourquoi? Parce que si une personne a une chaise cassée, hein, si ma chaise est cassée, on va dire ça comme ça, de la même façon, c'est objectif, ça se vérifie même sans moi, tout le monde peut passer derrière et voir que la chaise est cassée. L'environnement technique étant objectif par nature, il met tout le monde d'accord. Après, c'est qu'une question de budget. Mais par contre, si dans une organisation du travail, on dit moi, je ne me sens pas bien, j'ai trop de charges, ou j'aime pas les relations qui sont là, la façon dont on me parle ou la façon dont on rigole, par exemple, ou j'ai pas de projet ici, j'ai demandé des choses, j'ai pas de réponse, voilà, j'arrive pas à me projeter. Eh bien, si vous allez questionner ces 3 dimensions-là, qui donc par nature sont subjectives, elles ne se voient pas, seuls les salariés peuvent produire les éléments de l'organisation, de la relation ou de la projection qui peut leur faire mal. Eh bien, de la même façon, comme ce n'est pas pour tout le monde pareil, on renvoie tout au sujet. Et celui qui dira, moi, je trouve que j'ai trop de charges de travail, on va lui dire, très certainement, et dans beaucoup d'entreprises, est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation du travail? Est-ce que tu t'organises bien? Celle qui dira, moi, j'aime pas la façon dont on se parle, voire dont on se vanne au travail. Voilà, il y a des blagues sexistes qui sortent, en tout cas, je trouve, oui. Alors, soit on va dire, c'est fini, c'est tolérance zéro, et on va aller voir tout de suite à régler le problème, ce qui arrive très parfois. Soit on va lui dire, oui, d'accord, tu as raison, mais il ne faut pas être susceptible, ce n'est pas méchant, en fait. Ouais, on va renvoyer le subjectif au sujet, etc. Et donc, on a démontré, François, dans nos précédents webinaires, puis dans le bouquin, bien sûr, que toutes les entreprises en proie avec des éléments subjectifs, donc du travail, que ce soit la santé mentale ou que ce soit la part organisationnelle, relationnelle ou conjoncturelle du travail, sont déficientes à agir. Elles renvoient tout ça au sujet. Ce qui veut dire quoi? C'est défaillance générale à agir sur l'organisation, les relations et la projection. Ça nous crée un gros os en termes de santé au travail. C'est qu'elles vont agir sur le comportement. Parce qu'un salarié, par exemple, qui va se précipiter… Oui. Vincent, quand je vois ça, juste encore pour le béotien que je suis, ça veut dire que en gros, ce que vous nous dites là, c'est que pour contrer un peu le phénomène de faire un arbre des causes qui soit quelque chose d'horizontal, finalement, ce que vous nous invitez, c'est à ouvrir 4 branches conjoncturelles, relationnelles, organisationnelles et techniques. J'ai compris le message. Complètement. Si on veut comprendre ce qui, dans la situation de travail, a concouru à produire cet accident-là, il faut l'explorer, tout ce qui compose la situation de travail, et aller remonter dans toutes ces branches-là, et aller chercher des réponses. Je vous donne pareil un exemple, François, c'est une autre anecdote. Quand j'ai fait une de ces conférences-là, j'ai un chef d'entreprise qui m'a dit « Oh Vincent, j'ai un livreur, c'était à Marseille, hein, j'ai un livreur qui s'est garé sur la voie publique, il a ouvert sa porte et il s'est fait embarquer par
c'était à peine, lui, il a eu un choc léger, d'après les médecins. Psychologiquement, j'en suis pas sûr. Et la porte de son véhicule s'est fait arracher, ok, parce que les voitures étaient excédées de le voir s'arrêter là. Elles l'ont doublé en rafale. Et il est sorti de son véhicule pour faire sa livraison à ce moment-là. Vous voyez, le chef d'entreprise me dit, moi, Vincent, j'ai fait l'arbre des causes. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'il y a un manquement à une obligation de sécurité pour laquelle il avait été formé, une procédure de sécurité qui dit, et c'est ce qui m'affirme, le chef d'entreprise me dit, moi, c'était bien écrit, il était formé, interdiction de se garer sur la voie publique, toujours se garer sur des aires de stationnement. Donc, comme il y a eu un non-respect de la procédure, boum, je lui ai dit, tu n'aurais pas dû le faire, et ce livreur qui a pris cet accident-là s'est retrouvé mis à pied. Et il me dit, est-ce que j'ai bien fait en fait? Voilà ce qu'il me dit. Ben, pour répondre à votre question, François, je lui dis, si tu es allé chercher dans ton arbre des causes à regarder si dans l'organisation du travail, rien poussait le livreur à sortir de la consigne du travail prescrit pour bien faire son travail et se mettre à ne pas la respecter pour passer dans un travail réel qui ne la respecte pas, si tu es allé chercher si dans ton organisation du travail, rien n'avait influé sur ce comportement directement, ou dans les relations au travail, ou dans la projection au travail, si tu as fait ce travail d'analyse et que tu n'as rien trouvé comme cause qui ont pu expliquer son écart, alors là, oui, tu as raison de le sanctionner. Parce qu'il y a des salariés qui doivent être éduqués au strict respect des procédures quand elles sont nécessaires. Mais par contre, je lui dis, si tu n'as pas fait ce travail-là, alors là, tu as créé une double faute. Premièrement, c'est que tu as privé le salarié de pouvoir s'exprimer et t'indiquer des éléments de ton organisation qui vont générer d'autres accidents. Et deuxièmement, c'est que tu as fait exploser le sens de ton propre message auprès de ce salarié-là et de tous les autres. Et quand on est allé voir les causes organisationnelles, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? C'est qu'en partant avec les livreurs, il est strictement impossible, en tout cas à Marseille, d'assurer sa tournée de livraison dans les délais qui nous sont donnés en cherchant des places de stationnement qui ne sont jamais disponibles. Le travail réel s'oppose frontalement à cette prescription-là. Et là, ça, c'est de l'organisation du travail. Combien de tourneurs pour combien de tournées, combien de livreurs, pardon, pour combien de tournées et pour combien de temps? Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on disait, François, si vous n'êtes pas allé là-dessus, vous voyez, c'est cette double faute, quoi. C'est mauvais pour la personne et c'est mauvais pour l'entreprise. Ce qui fera l'objet d'un prochain webinaire, certainement, qu'on va programmer en début d'année prochaine, et sur les injonctions paradoxales. C'est le mot. D'ailleurs, on en a prévu un qui s'appelle comme ça, en finir avec les injonctions paradoxales, si je me rappelle bien, si les échanges décident d'être poursuivis. Donc, ça veut dire quoi? Et pour finir là-dessus, c'est que, vous voyez, ne remontant pas à ces familles de causes subjectives, eh bien, dès qu'on a une cause qui sort, qui est une machine pas protégée, là, on agit. Très souvent, les entreprises agissent. Ça sort de moins en moins souvent parce qu'il y a eu d'énormes efforts faits sur la protection des machines. Dès qu'on a une cause qui sort sur des personnes qui ne sont pas protégées, c'est-à-dire qui ne mettent pas leurs équipements de protection, alors là, toute l'analyse s'arrête là et tout tombe dessus et ce sera ça la cause principale. Et puis derrière, eh bien, vas-y. Et troisièmement, dès qu'une personne n'aura pas respecté une procédure, eh bien, à ce moment-là, on s'arrêtera à ce non-respect et l'arbre des causes, comme ça m'a été dit en fin de compte par un responsable du CSE, enfin d'un CSE, qui m'a dit, tu sais Vincent, l'arbre des causes, il porte mal son nom, on aurait dû appeler l'arbre des mises en cause. Parce qu'en fait, ce que les gens cherchent derrière, c'est qui a commis la faute, qui est coupable d'eux. Et dès qu'il y en a un qui sort, ça claque et c'est lui. Et vous voyez, François, c'est là où on est dans l'ornière totale de la prévention, parce que ça va museler les personnes sur l'expression du travail réel et de tout ce qui déconne dans l'organisation, les relations au travail, par peur que remonter un problème de ce niveau-là fasse que les personnes deviennent le problème. Et puis, ça génère des conséquences en rafale. Vous voyez, et on a cité l'exemple du chef d'entreprise, et vous voyez, il m'a dit, j'ai fait une connerie. Parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte que le travail que je demandais à être fait, parce que j'en suis de plus en plus loin, je suis moins sur le terrain, je ne me rends pas compte de la condition d'un livreur aujourd'hui dans le cadre de son travail, eh bien, je comprends à quel point, c'est ce qu'il m'a dit, je comprends à quel point je me suis planté en lui disant, toi, procédure pas respectée, mise à pied, c'est fini. Oui. Et même la façon qu'il a eu de lui dire, c'est ce qu'il lui a dit dans l'entretien. Il lui a dit, tu aurais dû me prévenir que tu ne pouvais pas te garer. Et vous voyez, le livreur a dit, non mais arrêtez. C'est-à-dire, ça fait des années que ça dure, vous le savez très bien, on en a déjà parlé, voire même les anciens chefs qui étaient des anciens livreurs le savent, c'est un secret de polichinelle et c'est sur moi qu'on remet la responsabilité de ne pas l'avoir redit, quoi. Vous voyez, donc plein de dérives, et c'est ces dérives-là qui aujourd'hui constituent un des gros écueils, une des grosses ornières de la prévention des atteintes, comme vous l'avez dit en introduction, François, à la santé physique et mentale. Et
Par exemple, si j'en cite une autre, vous voyez, enfin, je vous en cite deux autres. Je suis intervenu devant des étudiants ingénieurs HSE, François. Et quand j'ai eu fini ça, il y en a un qui a levé le doigt, il était en alternance dans un très grand groupe. Et il me dit, mais monsieur, mais nous, tout ce qu'on nous demande, c'est ça. À chaque accident dans l'arbre des causes, on nous pose 3 questions. Y a-t-il un problème technique? Y a-t-il un équipement de protection individuel qui a été porté ou pas? Et est-ce qu'une procédure a été respectée ou pas? Et dès qu'il y en a un des deux qui s'allume, on arrête tout, puis on agit, quoi. Rien sur les causes en amont. Et quand je vois des patrons, vous voyez, qui ne sont pas des préventeurs, qui reçoivent de la part de certains préventeurs des espèces de classements où on dit, tiens, voilà les accidents. Je les ai vus, hein, oui, j'étais en débat avec un directeur général d'une très grosse boîte qui me disait, mais regardez, ça c'est ce que me remonte mon tableau de bord. On me dit que la majeure partie de nos accidents sont des causes comportementales et elles étaient même classifiées. Par exemple, routine. Vous voyez, ça, c'est des accidents. La cause principale, c'est la routine. D'autres, c'est la précipitation. D'autres, c'est le défaut d'information. D'autres, c'est la négation du risque du salarié. D'autres, c'est le manque de vigilance. Vous voyez. C'est fou parce que, vous voyez, on est même allé jusqu'à décortiquer des causes racines qui conceptuellement n'existent pas selon les types de comportements. Et vous comprenez qu'un patron qui voit un préventeur lui amener ça sur un plateau dit « agissons sur les personnes, formons-les, sanctionnons ceux qui ne respectent pas. » Et puis derrière, tout ceci ne produit plus rien de bon. De la sous-déclaration et de la non-déclaration de situations dangereuses dégradées. Donc voilà pourquoi il faut en sortir, moi j'ai appelé ça comme ça, de cette hyper-individualisation du risque qui aujourd'hui est le boulet qui empêche la santé au travail d'exister autant que ce qu'elle devrait exister et qu'il faut passer à une approche globale des situations de travail dans tous leurs angles et une approche globale de la santé au travail physique et mentale et que ça ne se fera pas autrement qu'en écoutant les salariés, parce que le propre des éléments subjectifs du travail, c'est qu'ils dépendent du sujet pour être révélés. Ce qui fait que l'écoute n'est pas un supplément d'âme. L'écoute, c'est un élément d'une méthode de prévention, un élément méthodologiquement indispensable pour passer de la sécurité à la santé au travail. D'où la pétition pour qu'on fasse de l'écoute le premier principe général de prévention des atteintes à la santé physique et mentale. Voilà, François. CQFD. Bon, je vais pas rajouter un mot supplémentaire à ce qui a été dit parce que là, je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est clair. Je pense que donc, je dirais en conclusion, ce que l'on a fait de regarder les éléments techniques, c'est une bonne chose, mais pas que. Et il faut pas s'arrêter là. Hein, ma conclusion est bien jusque là. Oui, bon. Rajoutons aussi, en plus des éléments techniques, c'est que tout ce qui a lié l'environnement technique aux autres éléments, c'est les procédures, le respect des procédures. Oui, je veux dire, et c'est juste la feuille qui sépare la machine, allez, je fais simple, hein, que j'utilise, et la façon dont je me comporte avec elle. Et on a résumé ça juste à la procédure et à son non-respect. Bon. Moi, personnellement, effectivement, encore une chose qui va me faire enfin bon, j'ai beaucoup appris avec cet élément. Ce que j'aimerais, avant de passer aux questions, à la partie questions, je crois qu'on avait préparé un petit sondage quand même. Moi, j'aimerais bien qu'on le passe maintenant. Non, pas celui-là, le suivant, Kevin. Voilà, parce que moi j'aimerais bien avoir votre avis quand même sur ces échanges. Alors c'est vrai qu'ils sont brefs, puisque c'est 30 minutes. Voilà, en gros, votre niveau de satisfaction, est-ce que vous apprenez quelque chose avec, est-ce que ça nourrit vos réflexions, je dirais ces webinaires, comme celui-ci. Alors, il y a au moins une personne qui est peu satisfaite, même deux. C'est bon signe, c'est qu'on n'est pas dans pas dans un régime totalitaire. Et voilà, et n'hésitez surtout pas, si vous n'êtes pas satisfait, de poser votre question à la fin, parce que ça m'intéresserait fortement de savoir, voilà, il y a des non satisfaits. Après, je vois plus l'ensemble, mais on va peut-être s'arrêter là pour pas prendre trop de temps, parce que sans ça, on va plus avoir le temps des questions. Je vois pas le point 4 et 5, mais a priori, c'est ce qui doit être le plus important. Alors, le problème, c'est que je ne vois pas la fin, donc je ne peux pas le commenter. Je ne peux pas les commenter. Bon, alors on va tout de suite aux questions. Éventuellement, Kevin, si tu mets l'ensemble dans le FAQ, je pourrais les commenter. Bref, alors,
Alors, 4 et 5, oui, bon, alors, donc, oui, vous êtes 35% quand même, oui, 35%, 36%, oui, à être particulièrement satisfait. Alors, merci, Vincent, pardon, mais on va être obligé de continuer ensemble. Alors, tout de suite, vos questions. Yasmine, alors, l'apport des neurosciences ne vous apporte pas des éléments nouveaux? Alors, Yasmine, l'apport des neurosciences. Aïe. Déjà, il est utile. Alors, il est utile au débat sur la santé au travail. Ça, je tiens à le dire parce que souvent, pareil, on caricature assez les éléments que je peux donner. Donc, l'apport des neurosciences, il est utile, il est intéressant pour la prévention. Le souci qu'il me pose, après avoir dit ça, c'est qu'aujourd'hui, les neurosciences, par définition, c'est des sciences qui cherchent à savoir comment fonctionne le cerveau. Donc, c'est le fonctionnement du cerveau de l'individu. Et le souci qu'il me pose, dans la façon dont il est utilisé aujourd'hui, pas dans la discipline en tant que telle, c'est qu'elle prend une place considérable par rapport à la remise en cause de l'organisation du travail, des relations au travail qui, elle, ne se fait pas. Donc, en gros, ce que les neurosciences pourraient apporter à la prévention, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ne concernant et ne traitant que de ce qui se passe dans les schémas de réflexion individuels des personnes, oui, eh bien, elles viennent mettre un fléchage de plus en direction du salarié dans ce qui lui arrive, au détriment du fléchage qu'il faudrait donner et qui aujourd'hui est largement déficient de l'action sur l'organisation, les relations au travail et la projection dans l'emploi. Je vais vous donner une anecdote pour résumer ça, Yasmine, c'est que j'étais dans une grosse boîte qui justement avait mis tout l'accent sur les neurosciences. Elle avait fait intervenir des conférenciers en neurosciences, vous voyez, qui étaient dans la production de ce message. C'était les erreurs fatales du cerveau. Vous connaissez peut-être ça si vous en parlez, c'est-à-dire le fait que tout cerveau, même sur des tâches routinières, commet des erreurs. Voilà. Et que pour pouvoir pallier ces erreurs, ce qu'il faut, c'est répéter la tâche ou se faire répéter la tâche avant d'exécuter. C'était ça le message. Vous voyez, moi, conceptuellement, je ne suis pas un neuroscientifique. Je crois que c'est une science, elle est débattue. Vous avez peut-être vu ça passer il n'y a pas longtemps, mais il y a un gros débat sur le fondement de ces sciences-là. Mais malgré tout, moi, je lui accorde beaucoup d'intérêt. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? C'était donc la production finale, en fin de compte, de cette dimension qu'ils souhaitaient donner à leur prévention. C'est il faut donc, avant d'intervenir, avoir des petites phrases mémoire, vous voyez, des petits cycles de mémoire pour se dire ça, ça, ça. Voilà, et pour, même si c'est rituel, une tâche habituelle, voilà, pour être sûr de ne pas passer à côté de ce qu'une erreur fatale du cerveau pourrait produire. Donc ça, OK. Ce qui me gêne, en fait, Yasmine, dans cette entreprise-là, c'est que c'est une entreprise qui était minée par des problèmes d'organisation du travail dont on avait fait le constat avec tout le monde. Salariés, représentants du personnel, managers, quand je parle des salariés, je mets aussi les managers dedans. C'est une entreprise où les services n'arrivaient pas à collaborer entre les uns avec les autres, pardon. Il y avait un défaut de collaboration, de coopération qui était dingue et qui foutait tout le monde en souffrance. C'est une entreprise qui avait une charge de travail de malade. Donc, dans les cadres qui étaient, et les managers qui étaient particulièrement concernés. Une charge de travail, enfin, ils ne se déconnectaient plus. Donc, on a tout ça qui est à gérer. Et quand, au lieu d'intervenir là-dessus, la réponse de l'entreprise, c'est de donner tout focus sur les neurosciences et sur répéter vos tâches avant de les exécuter, comme ça vous vous ferez pas mal. Vous voyez ce que je veux dire ? En fin de compte, c'est passer à côté complètement de l'action sur ce qui était des leviers, mais considérables, d'atteinte existante, pas potentielle future, à la santé des salariés physiques et mentales. On passait complètement à côté du débat. Et vous voyez, moi, c'est ce que j'ai dit à l'entreprise. Elle a réuni, donc, elle avait je ne sais plus combien de managers. Elle les a tous mis en salle pendant 2h30 pour écouter cette conférence, pour écouter derrière les kits de communication et de formation qu'elle allait en être issue. Et oui, ce que j'ai dit à l'entreprise, c'est que si vous aviez pris, vous qui n'avez plus de temps pour rien, ces 2h30-là pour parler de ce qui, dans votre travail, vous pose le plus de soucis, vous emmerde le plus pour pouvoir bien le faire, vous auriez activé des leviers de prévention 100 fois supérieurs à ceux que vous êtes en train d'activer aujourd'hui. Donc voilà. Même si, effectivement, il y a des bonnes choses effectivement à ressortir dans la compréhension. Effectivement, il y a des aides de mieux comprendre les personnes, peut apporter une aide indéniable, mais effectivement, il ne faut pas arriver dans ces travers. Mais bon, ce n'est pas une émission sur les neurosciences. Vite, la question suivante. Même si celle-ci est passionnante, parce que là, le temps presse et les questions, voilà. Alors, on ne parle pas des piliers de la sécurité. On ne parle pas des piliers de la sécurité et la place des FO.
H qui n'est qu'un seul pilier. Hervé, merci. Alors, moi, je ne sais pas ce que sont les H, pardon. Les facteurs organisationnels et humains. Donc ça, c'est une modélisation qui existe, qui cherche à aller chercher, qui cherche à investir ce qui relève du non technique, c'est-à-dire l'organisation et l'humain dans la compréhension et donc l'action sur la prévention des accidents du travail. Alors, on ne parle pas des piliers de la sécurité. Bon, on en a beaucoup parlé, si vous regardez Hervé dans les différents webinaires qu'on a fait jusque-là, parce qu'on ne peut pas à chaque fois reciter tout. Mais par contre, une chose est sûre, Hervé, et si vous n'y êtes pas allé, ce serait peut-être une bonne occasion de le faire. On a parlé de ce qu'était la sécurité et de la différence entre la sécurité et la santé. Et c'est ce que je reproche le plus aujourd'hui à toutes ces approches FOH, c'est qu'elles en sont restées sur la sécurité. Elles ne sont pas passées à la santé au travail. Et donc, elles n'ont pas créé, parce qu'elles sont très présentes dans les grandes entreprises qui l'ont adopté, elles n'ont pas créé ce double déclenchement, premièrement, d'un traitement de la santé physique et mentale au même niveau d'importance, tel que le Code du travail le demande, mais bien plus que ça encore, tel que l'OIT depuis 2022 en a fait un droit fondamental pour les salariés, l'égalité de traitement de la santé physique et mentale. Et deuxièmement, elles ne sont pas suffisamment allées sur toutes les causes organisationnelles, relationnelles et conjoncturelles qui génèrent des accidents du travail. Elles y sont allées, pas suffisamment, et très souvent, ce qu'on remarque, c'est la théorie est intéressante, mais regardons la production dans ces entreprises-là. La production n'a pas été massivement différenciée sur cette action à égalité de traitement, elle aussi, des données subjectives de la situation de travail par rapport aux données techniques. Donc voilà, Hervé, la réponse que je peux faire à cette question-là. Alors, ensuite, Hervé, à nouveau, les neurosciences expliquent que le cerveau et les parades de sécurité associées donnent du sens, mais ce n'est pas pour les hommes. Tous et non pas nécessairement uniquement le management et la direction aussi, le pilier FOH, voilà, il faut dans la mise en œuvre avoir une approche culture juste et ne pas se concentrer uniquement sur les FOH, mais aussi sur les autres piliers de la culture, sécurité. Bah oui, c'est finalement ce que vient la réponse qui vient d'être donnée tout de suite. Alors. Oui, c'est ça. Par contre, je vais rajouter une chose, c'est méfions-nous aussi. En ce moment, on parle de grandes tendances. Je vois sortir culture juste, ça sort de partout. C'est beaucoup dans les entreprises d'ailleurs à zéro accident. Voilà, je l'entends beaucoup cette culture juste. J'entends beaucoup aussi le management bienveillant. J'entends aussi, vous voyez, beaucoup de ces citations-là qui échouent toutes encore une fois sur la même chose, la sécurité, c'est-à-dire la prévention des seuls accidents du travail et des maladies professionnelles, qui aujourd'hui est la moitié de l'objectif à atteindre et qui aujourd'hui l'écueil de son propre objectif, puisqu'elle n'adresse pas suffisamment la remise en cause de l'organisation du travail notamment. Donc voilà, je vois très bien, si vous voulez, que c'est des concepts qui, dans leur production, n'ont pas changé la donne. Okay. Alors, Jean-Pierre, ne trouvez-vous pas que les managers ont plutôt tendance à ne pas se soucier de la santé et de la sécurité car soucieux de leurs objectifs? Alors Jean-Pierre, là, c'est une super remarque. Les managers, moi je vais pas mettre les managers, Jean-Pierre. Si vous me permettez, je vais faire cette distinction-là. 30 secondes. Oui, mais 30 secondes marseillaise alors. Donc premièrement, je vais parler. Question. Je ne vais pas parler des managers, mais je vais parler du management, si vous me permettez. Ce qui est différent. Donc le management a tendance à ne pas se soucier de la santé et sécurité, car il est soucieux de ses objectifs. Mais c'est tout à fait vrai. Et reprenez ça depuis l'origine, c'est le dirigeant qui définit le management de son entreprise, dans lequel les managers vont, et s'ils ne répondent pas à ces exigences-là, s'en vont. Voilà. Donc ils y arrivent et ils en partent, selon qu'ils respectent ou pas les données de résultats attendus du dirigeant auprès de sa ligne managériale. Donc oui, vous avez tout à fait raison, Jean-Pierre, c'est ce que aussi on a déjà dénoncé dans nos webinaires et dans le bouquin, c'est que tant qu'il n'y a pas un dirigeant qui a cette vision d'intégrer la santé physique et mentale au travail comme étant une obligation de résultat qui pèse sur l'ensemble de ses salariés et qui donc doit être portée par lui, et donc par entraînement, par exemplarité, par voie de conséquences sur l'ensemble de sa chaîne managériale, on sera toujours à être la voiture balai du management, parce que ce n'est pas dans son ADN. Mais cette absence… D'où ce que vous poussez, Vincent, de dire 10e principe de prévention, l'écoute. C'est ça. Et encore l'écoute.
Et ça remonte aussi à ça, pour aller finir là, très rapidement, c'est que cette absence d'intégration d'une obligation de résultat de santé physique et mentale au travail des systèmes de management vient aussi du fait que moi qui suis chef d'entreprise aujourd'hui, je l'ai vécu en plein, c'est qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour une entreprise d'imposer cette exigence-là quand le client s'en contre-moque. Quand tous les clients qui achètent vos produits ou vos services n'ont aucune exigence santé au travail, comme nous sommes tellement nombreux, voire tous à le faire, puisque les courses que l'on fait, puisque tout ce qu'on porte aujourd'hui et tout ce qu'on regarde aujourd'hui avec nos écrans n'a été conditionné le plus souvent par aucune exigence, non pas intellectuelle, mais formelle, de santé physique et mentale des personnes qui l'ont mis à notre disposition. Et c'est ça qu'il faut inverser, et c'est ça le grand projet que j'essaie de lancer en ce moment, mais que je ne vais pas brader pour pouvoir ne pas stresser François et respecter sa santé mentale aujourd'hui. C'est surtout que je veux respecter le timing, il est 13h, vite, la question suivante, Gavin. Alors, la limite d'une approche globale de l'accident n'est-elle pas pour une large part posée par le cadre législatif qui cherche avant tout à établir des responsabilités pénales, ce qui expliquerait que dès que l'on a trouvé un responsable, on s'arrête dans la recherche des causes. Merci, Marie-Dominique. En fait, non, Marie-Dominique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'arsenal législatif aujourd'hui, c'est l'employeur qui est responsable. Donc aujourd'hui, on en est encore là. Alors, vous savez, c'est une obligation de sécurité de résultat qui a été un peu atténuée en passant en une obligation de moyens renforcés, mais elle désigne encore l'employeur. Donc, vous voyez ce que je veux dire? La recherche du responsable, c'est un débat qui est propre à l'entreprise. Parce que face au cadre dont vous parlez, au cadre législatif, et plus que là, au cadre judiciaire, parce qu'il y a la loi et son application et les sanctions qui tombent. Si vous regardez bien, il y a la prédominance de la responsabilité de l'employeur dans les moyens, l'autorité qui est la sienne pour organiser le travail. Donc, vous voyez, en fait, c'est un débat qui ne vient pas de là, puisqu'un employeur qui dirait regardez, j'ai désigné un responsable, c'est lui, il n'a pas participé à ses protections, donc ce n'est pas moi qui dois être reconnu responsable de cet accident-là. Vous voyez, par exemple, je vous fais ça, il aurait très peu de chances d'être entendu sur ce seul argument-là, de j'ai trouvé un coupable et ce n'est pas moi. Donc non, ce n'est pas ça. C'est Marie-Dominique, on en a pas mal parlé, je vous invite à aller sur les autres webinaires. C'est parce que l'hyper-individualisation du risque revient à ce qu'on a dit en introduction de cette deuxième partie d'échange, c'est vu qu'on ne veut ou peut pas, et ça c'est culturel, et c'est culturel dans nos sociétés, et donc c'est culturel dans nos sociétés commerciales, quoi. C'est que vu qu'on est défaillant à agir sur la part subjective de la santé et des situations de travail, fatalement on se dit s'il n'a pas respecté, il aurait dû le dire, donc c'est lui qui prend. Donc c'est l'écueil qu'on dénonce depuis le tout début avec les équipes de François, de cette approche qui n'a pas pour origine en fin de compte le cadre législatif. Merci. Alors, au suivant. Alors, Céline, en visite comportementale de sécurité, visite basée sur l'observation du comportement du salarié, objectif valoriser les actes sûrs, éviter les actes dangereux, quel discours simple et court suggériez-vous afin que les salariés ne se sentent pas fautifs de potentiels comportements dangereux? On a combien de temps? Ouais, c'est ce que j'allais dire, la question. Alors, Céline, je suis convaincu de l'efficacité des visites comportementales de sécurité une fois que l'entreprise a mis en place au cœur de toute sa ligne managériale des dimensions permettant le débat du travail dans toutes ses dimensions et l'implication des acteurs dans la recherche de solutions. À ce moment-là, une fois que les salariés ont cette chance, ce droit à citer les problèmes qui sont les leurs dans toutes leurs dimensions, que ce soit un problème technique, d'organisation, de relation ou de projection, et que tout ceci donne lieu à une hiérarchisation des problèmes qui donne lieu à une recherche de solutions qui engage aussi participativement les salariés, alors, pour le reste de ce qui n'aurait pas été réglé par cette écoute, cette dimension participative de la santé au travail, alors une visite comportementale de sécurité va venir trouver sa place en appui de ce dispositif-là. Et là, c'est la même chose que pour les neurosciences. Je déplore, je suis consterné de voir qu'il se développe des visites comportementales de sécurité les unes après les autres qui sont le reflet de tout ce qui n'a pas été réglé par une ligne managériale qui n'y arrive pas ou qui n'y arrive plus à générer ce débat et à chercher avec les gens concernés des solutions qui les concernent pour mieux vivre leur boulot. Voilà pourquoi ce n'est pas un problème de discours le plus souvent, même s'il faut faire gaffe à ça, mais ce n'est pas un problème de discours qui fait que les salariés se sentent fautifs. C'est qu'un salarié
qui voit qu'il est laissé dans cette situation-là, qui a une charge de travail, qui a des conditions de travail, qu'elles soient techniques, d'organisation, de relations, là, qui sont complètement dégradées, que le management n'arrive pas à réguler, voilà, et qui derrière voit quelqu'un débouler quelque part en disant « Bonjour, c'est ta visite comportementale de sécurité », quel que soit le nom qu'on lui donne. Maintenant, on appelle ça des visites managériales de sécurité. Enfin, on enlève le comportement pour ne pas faire peur, etc. Qu'est-ce que vous voulez? En plus de ça, ils viennent voir si je respecte le travail prescrit, parce que c'est ça. Est-ce que je porte mes équipements? Est-ce que je respecte mes procédures? Donc, la meilleure façon de faire qu'ils ne se sentent pas fautifs, je suis d'accord, il y a quelques précautions de langage, mais c'est que ce ne soit pas substitutif, comme je le vois tellement, à tout ce que les salariés ne disent plus aujourd'hui, qui les blesse dans leur travail et qui n'est juste pas pris en compte. Merci pour les réponses courtes. Alors, on y va, Kevin, on essaye de voir si on peut encore passer quand même quelques questions parce que ça m'embête de partir avec des gens qui vont être frustrés. Un employeur qui délègue au médecin du travail la santé. Alors Guy, merci tellement pour cette question-là parce que c'est une dérive de plus, quoi. Bon, c'est facile en fait. Hein. Pourquoi? Parce que dans la représentation de l'employeur, c'est de dire, mais ça c'est pareil, hein, c'est ancien, quoi. On se disait au début la santé, c'était forcément le médecin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui connaît les maladies. Au début, c'était vu souvent que de la maladie, vous voyez. Donc, en gros, il est malade, il n'est pas malade. Moi, employeur, je peux voir s'il s'est coupé. Voilà. Moi, employeur, je peux voir s'il a un bras cassé parce que il a la machine qui est tombée dessus. Ah, ça, par contre, est-ce qu'il a une maladie, etc. Donc, on a renvoyé au médecin la détermination de la maladie. Et puis derrière, évidemment, toutes les atteintes à la santé mentale, quand elles se sont imposées dans la sphère de l'entreprise, il n'y a pas si longtemps que ça, entre nous, qu'elles se sont imposées, c'était facile, en fin de compte, de renvoyer tout ça au médecin du travail aussi, en disant moi, je ne sais pas. Donc, vous nous dites s'il n'y a pas de nouvelles, bonnes nouvelles de la part des médecins du travail. En fait, Guy, c'est une dérive. C'est une dérive de plus. J'allais dire c'est une connerie, mais je fais gaffe à ne pas n'utiliser que ce terme dès que je parle d'un problème, quoi. Mais c'est une dérive de plus, en fait, Guy, parce que la responsabilité d'atteinte à la santé physique et mentale, il n'y a pas une partie pour l'employeur et une partie pour le médecin du travail, quoi. Et l'autre chose, j'entends souvent qu'on me dise, vous voyez, souvent j'entends, ah oui, mais le manager n'est pas un psychologue, donc il ne peut pas intervenir sur la santé mentale. Stop. Il n'est pas question de faire des managers, des docteurs en psychologie capables de diagnostiquer de qui à quoi et jusqu'où, quoi, des troubles psychosociaux. Ce n'est pas du tout le sujet. Il est question de laisser les managers se réapproprier la question de comment on bosse ensemble dans l'organisation qui est la nôtre, dans les outils qui sont les nôtres, dans les relations qui sont les nôtres, et dans la projection que les gens ont ou n'ont plus sur leur travail. Et ça, il n'y a pas besoin d'être psychologue. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est la réappropriation des causes qu'il faut opérer, et derrière, le regard sur les conséquences à même niveau, physique et mental, qui nous fera sortir de là, quoi. Et encore une fois, simplement savoir écouter. Alors, je vais me faire trucider, mais c'est pas grave. J'accepte et je prends la chose de dire on va prolonger encore un peu parce qu'il y a trop de questions pour les laisser quand même sans rien. Alors, David, comment peut-on croire faire changer les choses en mettant plus de procédures d'interdit? Ça fait 30 ans qu'on dit aux gens que fumer tue. Ont-ils arrêté de fumer? Un peu, quand même. Est-ce qu'on ne surutilise pas le réflexe correcteur en France? David, c'est facile, en fait, le plus simple. Mettre une consigne sans se demander d'où elle vient, est-ce qu'elle est applicable et qu'est-ce qui se passe quand elle ne l'est pas. Donc souvent, la consigne, je vais vous le donner comme ça, hein, les consignes sont utiles, parce que c'est pareil, je ne veux pas qu'on me caricature dans mes réponses. On est d'accord, il faut des consignes, enfin, il faut des règles. On ne va pas demander aux gens de tout réinventer à leur sauce, quoi. Mais toutes utiles qu'elles soient, elles ne peuvent pas à elles seules régler tous les problèmes. C'est-à-dire, c'est complètement délirant d'imaginer ça, quoi. S'il y avait une consigne, une réponse derrière chaque consigne, ça se saurait, quoi. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Mais ça revient exactement à ce que vous démontrez ici, quoi. C'est si on n'agit pas globalement sur les éléments de la situation de travail vus globalement, eh bien, on en restera à ce qu'on observe aujourd'hui. C'est ce qu'on disait avec François tout à l'heure, une surproduction de consignes qui résume à elle toute seule la façon dont les salariés, et les travailleurs même, vont agir avec les outils, les produits qu'on va leur demander de transformer. Voilà. C'est aussi dramatique que ça. Et je vous donne ça pareil, c'était une consigne sur la déconnexion. Ouais. Je vous en cite une qui sort dans le dernier échange que j'ai pu avoir. J'étais face à un salarié qui me montrait la charte de droit à la déconnexion, qui lui donne pour consigne de se déconnecter pendant ses temps perso, pardon, oui, et qu'il avait dû signer, hein, il avait été relancé.
voyez, je n'oublierai pas ce salarié qui me dit, Vincent, quand je pense que je suis obligé de signer cette charte et de suivre cette formation, alors que le manager qui me tanne parce qu'il y a des comptes rendus, il faut les rendre, donc il y a des suivis, pourcentage de gens qui ont rendu la charte signée, celui-là même qui me tanne pour rendre cette consigne signée et celui-là même qui me contacte pendant mes congés pour savoir où j'en suis de mon travail maintenant que je suis en congé. Qu'est-ce qui se passe et quelle urgence je dois les aider à régler. Donc il me dit, cette procédurisation totale du comportement creuse l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Et il me dit, lui, Vincent, tu sais quoi, je pense que ces consignes-là, elles servent plus à les protéger qu'à me protéger. Claire. Alors, question suivante. Allez, Pascal. Bonjour Pascal, c'est bien de retrouver des gens fidèles, n'est-ce pas, qui vous écoutent, hein, Vincent. Alors, quel pays attend une approche plus globale de la santé-sécurité? Alors là, Pascal, je vais vous dire une chose. Si j'étais quelqu'un qui suivait les canons, en fait, des forums, des débats, des discussions, je vous dirais le Canada et les pays du Nord. Pourquoi? Parce que c'est ce que tout le monde dit. Vous voyez qu'au Canada, on a une approche globale de la santé physique et mentale, différente de la nôtre, et que dans les pays nordiques, c'est également le cas. Mais en fait, Pascal, ça, c'est une discipline que je m'impose. Tant que je ne suis pas allé étudier en profondeur la véracité de ces presque j'allais vous dire de ces stéréotypes, vous voyez, mais c'est des idées reçues, hein. En tout cas, pour moi, c'est une idée reçue, puisque je l'ai reçue comme une idée, et pas comme une démonstration. Et ben, tant, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Vous voyez, je vous donne un exemple hyper simple, Pascal. On peut considérer qu'un pays a une approche globale, alors qu'il a un système de reconnaissance des atteintes à la santé mentale qui est 100 fois moins ouvert qu'un autre, quoi. Donc, pas de stats, pas de problème, une meilleure approche. Voilà. Faudrait vraiment voir dans sa globalité tel pays par rapport à tel autre. Par contre, ce que je peux dire, Pascal, vous l'avez peut-être vu sortir dans Travail et santé et Travail il n'y a pas longtemps. Il y a une étude qui est sortie, européenne, faite par des psychiatres qui ont diagnostiqué s'il y avait une origine professionnelle aux dépressions qu'ils pouvaient enregistrer. Et si on peut regarder ça, ils cherchaient s'il y avait des causes liées au harcèlement professionnel impliqués dans la dépression, hein, qui étaient en charge de traiter, quoi. Et c'est la France qui est sortie comme étant un des pays qui avait le plus fort taux par des psychiatres d'identification de causes liées au harcèlement dans les dépressions que les psychiatres avaient la charge de traiter. Donc on a quand même, quelque part, je pense, dans les cultures des pays les uns avec les autres, des différences d'approche en fait du travail et des différences de culture sur la place du salarié et la latitude décisionnelle, donc l'autonomie qu'on lui donne, dans l'influence qu'elle peut avoir sur toutes les dimensions de la situation de travail qui peut générer un risque pour sa santé physique et mentale. Ça, oui, j'y crois beaucoup. Ok. Alors, Nate, on a plus de 12 minutes de retard, mais comme vous êtes encore près d'une centaine d'être présents, je veux pas vous laisser votre fin. Cyrielle, comment travailler et faire adhérer sa direction pour intégrer toutes les causes et non plus seulement les comportements? Alors, Cyrielle, la première des choses, moi, vraiment, c'est des petits mantras, parce que bon, voilà, moi, j'ai pas le cerveau d'Einstein, donc j'aime bien me mettre des petits mantras qui me servent de guide. Bien comprendre pour bien agir. Ça, c'est la première des choses que j'ai comme une ligne de conduite, quoi. Pas mélanger le temps de la compréhension et le temps de l'action. Et le deuxième mantra, c'est on n'atteint pas un objectif qu'on ne partage pas. Ce qui veut dire quoi? On ne fera jamais adhérer une direction à des causes autres que ces causes comportementales, fermées et arrêtées à l'écart de comportement sans aller en rechercher les causes amont liées à l'organisation, les relations et la projection. Et on n'ira jamais emmener une direction à aller jusque-là si elle ne partage pas l'objectif d'y aller. Et donc, c'est ça le débat qui est intéressant, c'est de repartir de la représentation qu'ont les directions, en leur disant, ben, pour vous, quand vous parlez santé au travail, par exemple, de quoi on parle? Et chaque fois que j'ai eu, par exemple, à refaire, et ça on l'a fait beaucoup aussi dans nos webinaires passés, hein, à reprendre la définition de la santé, telle qu'elle a été définie par l'OMS et l'OIT, qu'on est sur l'approche globale de la santé physique, mentale et sociale. Chaque fois que j'ai eu à emmener les employeurs
Je coupe juste une seconde, Vincent, mais peut-être il y a aussi cette question de la performance de l'entreprise, c'est-à-dire que derrière ces éléments-là, s'il y a une vraie question de performance, c'est-à-dire qu'on n'est pas Oui, mais je dans suis un d'accord, mais je suis course. d'accord, je suis Hum. d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que commençons par aller à la racine de la représentation, et derrière, une fois qu'on pose exactement le sujet dont on parle, la santé physique et mentale des travailleurs, alors décline directement. L'objectif, si on veut l'atteindre, c'est l'approche globale des situations de travail. Oui, et on peut rappeler, moi ça m'arrive souvent, de faire que des employeurs découvrent que l'article 41-21-1 du Code du travail met la santé physique et mentale en responsabilité pour l'employeur sur le même plan. Oui. Donc, une fois qu'on partage voilà, ce que ça implique d'approcher globalement les situations de travail, alors après, il faut aller activer toutes les raisons qui font que l'entreprise aurait intérêt à le faire. Consciente que c'est le sujet. Ce n'est pas une façon de le voir de l'un ou de l'autre, c'est que c'est le sujet en son état, dans sa globalité là. Et là, François, vous le disiez tout de suite, il y a plein de raisons d'agir. On les a toutes vues. Agir pour c'est l'enjeu humain, l'enjeu économique, l'enjeu de coûts économiques directs et indirects, l'enjeu juridique, l'enjeu de responsabilité sociale. Et évidemment, dans l'enjeu de responsabilité sociale, il y a l'enjeu d'attractivité, il y a l'enjeu d'image. Et puis, au milieu de tout ça, si vous irriguez toute la prévention de tous ces facteurs-là, vous ne faites que nourrir la performance globale de l'entreprise dans le temps. Mais d'abord, Non, d'où on part et partageons l'objectif. pardon. Je suis obligé de vous poser une question, Vincent. Je continue les questions ou pas? On a 15 minutes de retard déjà, mais nombreuses sont les personnes qui sont là et nombreuses sont les questions. On continue. On peut encore en prendre 2-3 si vous voulez, François. Alors, on y va. Alors, Guy, la santé sociale fait-elle partie du cadre du travail? En fait, Guy, la santé sociale, c'est un concept qui n'existe pas. C'est la santé qui est définie comme un état de bien-être physique, mental et social. Donc, on parle de bien-être social. Et en fait, on a tout ramené ça à deux concepts, la santé physique et la santé mentale. Voilà. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'on considère, ça a été le raccourci, mais bon, qui n'est pas débile, qui a été de dire tout ce qui est le bien-être social, s'il déconne, il va affecter la santé mentale et physique des personnes. Parce que les gens vont peut-être, on va dire ça comme ça, se battre ou être très mal au travail, et ça va avoir des répercussions sur leur santé physique et mentale. Donc, la santé sociale, ce concept-là, voilà, il n'est pas usité, mais elle est incluse dans la santé physique et mentale, telle qu'elle a été remise dans le Code du travail, comme devant faire partie des responsabilités pleines de l'entreprise. Okay. Next. Allez, on y va tout de suite. Je vois encore, on a plein, une tonne de questions, mais non, rajoutez plus parce que là, on va jamais y arriver. Alors, Eric, est-ce que le système d'assurance dans les pays comme le Canada et les Scandinavies joue-t-il un rôle? Est-ce l'éducation des individus? En fait, Eric, ce que je pense, c'est qu'il faut aller plus loin que le système, parce qu'on voit bien que le système, c'est une émanation de la culture du pays. Un pays émane des systèmes qui sont propres à sa culture, quoi. Et si vous êtes dans une culture qui ne fait aucune place à la santé mentale, le système va produire des systèmes, en tout cas la culture, pardon, va produire des systèmes d'assurance qui vont donner une place majeure, comme c'est le cas en France, à la santé physique et la plus petite part à la santé mentale. Donc, vous voyez, il faut voir sur quoi ça se base, en fin de compte. Donc, culturellement, la question, c'est est-ce que culturellement, ces pays comme le Canada ou les Scandinaves ont-ils mis à pied d'égalité la santé physique et mentale, et d'autres à pied d'égalité l'approche globale des situations de travail dans toutes leurs composantes pour intervenir quand ça déconne d'un côté ou de l'autre? C'est ça la vraie question. Et donc de là, si la réponse est oui, alors ils ont émis des systèmes qui sont favorables à ça et qui produiront donc plus de résultats que ceux qui ne l'auront pas. Donc voilà pourquoi, oui, c'est une émanation en fait, le système d'assurance d'un pays, de la culture qui est la sienne sur ces sujets-là. Et donc, je pense, pour revenir à… Système assurantiel, de toute manière, parce que forcément, il a un rôle. Oui, mais on voit bien qu'il y a forcément un rôle. Et oui, et je pense, oui, Eric, que si c'est l'étude que je n'ai pas faite, parce que c'est une grosse étude, mais si on allait chercher vraiment à étudier les ressorts culturels et les ressorts après normatifs de ces pays-là, dont sur leur système d'assurance, on pourrait peut-être dire qu'il y a un enjeu, qu'il y a un lien. Et je vais conclure par une démonstration par l'absurde, quoi. C'est qu'on voit bien que de toute façon, les systèmes d'assurance ont un rôle majeur, pris qu'ils sont, émanant qu'ils sont de la culture du pays. C'est qu'aux États-Unis, les systèmes assurantiels sont privés,
Et ils ont un enjeu énorme dans la non-déclaration des personnes qui ne veulent pas se voir charger des frais de leur propre atteinte à leur santé, quoi. Clairement. Alors, sous-déclaration, un autre sujet. Alors, Yasmine, oui, mais alors là, si on repasse les questions suivantes, on va avoir le comportement est toujours contextualisé, mais il existe quand même des causes systémiques. Bon, on va dire ça comme ça. Une cause systémique, je ne sais pas ce que c'est. Une cause systémique. Par contre, une approche systémique, c'est-à-dire une approche qui prend toutes les composantes du système, par exemple de la situation de travail, comme on l'a dit, prendre toutes les composantes d'une situation de travail, technique, organisationnelle, relationnelle, conjoncturelle, ça c'est avoir une approche systémique. Prendre toutes les composantes de la santé, physique et mentale, ça c'est une approche systémique, vous voyez. Donc, voilà pourquoi il faut toujours conceptualiser, en fin de compte, contextualiser le comportement d'une personne au regard de tout ce qui a pu être influent, directement ou indirectement, sur sa production. Allez, 2 questions et nous arrêtons tout. Hein, David. Alors oui, mais alors si on met les questions, la réponse aux questions, alors là, on ne va pas y arriver, Kevin. Vous ne pouvez pas, à mon avis, convaincre un employeur de changer sa politique de santé et sécurité pour des raisons de justification, si noble soit-elle. On partage un peu tous les mêmes ici, mais on est préventeur, c'est normal. Pour changer, votre employeur doit trouver ses propres raisons de changer. Vous pourriez essayer de l'aider à les identifier, par exemple. Oui, très juste. Je pense que David, ça a été soit concomitant, soit avant, mais c'est dans la lignée de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question de comment convaincre l'employeur. Allez, on y va, Kevin. Alors, Hervé, c'est la troisième, je ne veux pas dire, mais Hervé, il est à fond. Le DUR, c'est la base et on prend bien en compte la sécurité et la santé, non? Hervé, alors, on va se le dire ensemble. Tant qu'on n'aura pas défini tous de la même façon ce qu'est la sécurité, on n'est pas prêt de s'en sortir. Donc déjà, prendre en compte la sécurité, je vous poserai 2 questions. On ne va pas pouvoir y répondre là. Moi, j'y ai répondu dans mon bouquin, mais on ne va pas pouvoir avoir le temps d'y répondre. Quand vous dites prendre en compte la sécurité, est-ce que vous vous appuyez sur une définition normée de la sécurité, que tout le monde reprend? De quoi vous parlez? Et là, vous allez vous rendre compte, Hervé, je pense, que vous allez donner votre définition et qu'elle va s'entrechoquer avec beaucoup d'autres. Donc, on ne sait pas de quoi on parle, prendre en compte la sécurité. Et la façon dont ce terme s'est imposé dans le débat, il a évolué d'ailleurs, et il n'est pas normé, ça c'est pareil, il y a des webinaires dont on a parlé qui le décrivent. C'est aujourd'hui, la sécurité désigne la prévention des atteintes à la santé physique directe, que sont les accidents du travail et maladies professionnelles. C'est ça, la sécurité. C'est tel qu'elle s'est définie empiriquement. Donc, le document unique ne prend pas en compte la sécurité normalement, il doit prendre en compte tout, et non pas que la prévention des atteintes physiques directes. Donc, le document unique doit prendre en compte tous les risques. Document unique d'évaluation des risques, on est pour beaucoup d'entre nous préventeurs, donc on sait de quoi on parle. Document unique d'évaluation des risques d'atteinte à la santé physique et mentale sur le même plan. C'est ça un document unique. Donc oui, Hervé, vous avez 100 fois raison, si on se remet, vous voyez, à cette racine-là, pas besoin de sortir la sécurité du reste. Vous voyez, le document unique d'évaluation des risques d'atteinte à la santé physique et mentale doit donc prendre en compte la santé physique et mentale. Et surtout, Hervé, la distinction, la dissection, la découpe en tranches de la sécurité physique d'un côté et de la santé mentale de l'autre, telle qu'elle a pu être faite, et en particulier dans les entreprises qui sont engagées sur du zéro accident, cette distinction-là est totalement délétère à ce qu'on a vu juste précédemment. L'approche systémique, c'est elle qui explique qu'on est sur le palier d'accident, c'est celui qui n'est pas encore, qu'on n'a pas vu franchir, et c'est elle qui explique l'explosion des troubles psychosociaux. Ça, c'est la théorie, Hervé. Document unique d'évaluation des risques doit prendre en compte la santé physique et mentale sur le même plan par niveau d'impact. C'est par niveau de risque, sauf que c'est la théorie, et dans la pratique, le nombre d'entreprises qui ne l'ont pas fait ou qui ont confondu l'évaluation des risques avec l'évaluation des troubles psychosociaux, ou même qui ont fait un document unique d'évaluation des risques d'un côté, et j'ai même vu ça, croyez-moi si vous le croyez, et à côté, un document unique d'évaluation des risques psychosociaux, il y en a même des fois 2 qui sont dans des directions différentes. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus, on a tellement parlé dans nos webinaires précédents. C'est juste les clous sur le cercueil de l'approche globale de la santé au travail.
Il fait fort. Il fallait qu'il fasse fort quand même, en fait du dire. Et il faut vraiment qu'on mette fin quand même à notre webinaire. Un grand merci à tous et quand même de nous avoir suivis si nombreux jusqu'à la fin. On a carrément explosé le timing de 30 minutes, Vincent. Mais pardon, enfin, merci déjà d'avoir accepté de le prolonger, ce débat. Enfin, ce débat, en tout cas pas ce débat, mais de répondre à ces questions tellement essentielles. Pardon à tous d'avoir vraiment abusé je dirais, de ce temps un peu long. C'est promis, chez Inforisk, on est en train de réfléchir à des formats longs aussi de ces webinaires, parce que effectivement, il y a des sujets tellement essentiels, effectivement, on a besoin d'1h30 et nos 45 minutes et 15 minutes de questions sont vraiment trop courts. Mais c'est tellement riche, tellement riche, tellement riche. Merci à tous, un bon appétit. N'oubliez pas que de toute manière, il y a encore plein de webinaires de prévus. Certains vont. N'hésitez pas à vous abonner, surtout on a rajouté un petit bouton là sur la page webinaire d'Inforisk pour vous abonner directement à cette petite news et vous serez informé. Vous êtes sûr comme ça de ne pas les louper. Un mot pour conclure, Vincent? Bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup pour les échanges et vivement le prochain. Et merci beaucoup, François, à vous, au temps que vous prenez avec vos équipes, bénévolement, avec Kevin, avec toutes les personnes de votre équipe, avec Alexane, exactement, parce que c'est grâce à ça qu'on peut faire avancer le sujet de la santé au travail. Et puisque vous êtes tous restés aussi longtemps, n'oubliez pas que voilà, allez sur le site d'Inforisk aussi pour aller chercher vos fournisseurs, vos experts. C'est quand même notre modèle économique qui est là, et c'est ce qui permet quand même de faire vivre Inforisk et de vous proposer ces webinaires tout à fait gratuitement. Merci beaucoup et à bientôt. Après, vous nous retrouverez sur les réseaux, etc., etc. Bon appétit à tous. Et au revoir, à bientôt. bientôt. Ça va donner pour les démarches zéro accident, en finir avec. Allez.